Sunday Night Production. Dans cet épisode, on parle d'être connecté au monde réel, d'oser se dire artiste, de narration, de Nikos Aliagas, de sublimer à la retouche, de sexisme, de collectionner, de prendre le mauvais pour en faire du bon, de dénoncer subtilement plutôt que frontalement, de bienveillance, de photos qui vivent leur vie toutes seules, mais surtout, on vous explique la recette toute simple pour trouver son style photographique. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Pauline Petit. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous, d'avoir accepté cet entretien. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le blog Dans l'œil du photographe avant de commencer à écouter cet épisode. 2 jours avant l'apparition de l'épisode, on a dû publier un petit teaser de ton travail. Ça leur permettra de voir un petit peu qui tu es et ce que tu fais avant, parce que tu as un univers vraiment à toi. Alors autant on a des photographes dont on peut s'attendre au travail en entendant parler de ce travail, autant toi, je pense qu'il faut vraiment l'avoir vu avant pour comprendre cet épisode. Donc je vous invite à mettre pause une petite seconde, à aller cliquer sur le lien dans les notes d'épisode qui vous permettra de voir le travail de Pauline. Et je vais te laisser la parole pour le fameux elevator pitch qui ouvre l'épisode à chaque fois. Qui es-tu, Pauline ? Alors donc bonjour à tous, très contente d'être là. Je m'appelle Pauline Petit, j'ai commencé la photographie en 2004, photographe sociale, photographe de mariage, et depuis 3 ans maintenant, j'ai totalement réorienté mon entreprise sur 2 axes, à savoir la formation à la photographie et mon travail d'artiste photographe personnel dans lequel je réalise des portraits graphiques en noir et blanc. Enfin, moi, je t'ai repéré, on a discuté il y a quelques temps, je pense, mais je t'ai repéré par tes portraits. Enfin, ils sont vraiment, ils sautent aux yeux, quoi. Et vraiment, il y a un truc hyper puissant dans ces portraits-là. J'ai envie de dire, et je l'ai probablement lu en préparant cet entretien, que tu es dans ton monde. Est-ce que tu dirais que c'est une description exacte de toi ? Oui et non, j'ai un monde particulier, mais je me sens pas pour autant enfermée dedans. D'accord. Voilà, je ne suis pas, comme on pourrait penser, une artiste dans sa bulle. Je suis bien connectée au monde réel et j'ai juste en fait un style qui est particulier. D'accord, donc c'est ton style qui est particulier, c'est pas tellement l'univers dans lequel tu évolues, c'est vraiment, tu as pris un parti pris esthétique très très fort. Ce parti pris esthétique, j'ai vu que tu as écrit en fait, avant de faire de la photo, des livres pour enfants. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce que tu dirais qu'il y a une connexion quelque part entre les deux ou pas ? Ouais, totalement. Ma première série qui s'appelle Le Portrait graphique, quand vous regardez certains portraits, il y a totalement des inspirations issues des codes de l'illustration jeunesse. Et si vous connaissez aussi mes albums jeunesse, alors c'était plutôt des petits personnages hyper basés sur la caricature, des grosses têtes, des gros yeux, des expressions assez marquées. Quand vous voyez les portraits de ma première série, on est totalement là-dedans. J'ai également lu sûrement dans une interview que tu as donnée, et c'est suffisamment rare en fait pour que ça m'ait marqué. Tu es une des rares personnes qui assume de dire « je suis une artiste ». Oui. Dans la plupart des photographes, dans la plupart des cas des photographes, on a du mal à dire ça. Toi, tu le dis franchement. Bah, tout simplement parce que c'est vrai que la plupart des photographes se disent plutôt auteurs, photographes en disant que dire artiste, c'est un peu pompeux ou prétentieux. Le problème, c'est qu'en fait, mes photos n'ont pas forcément de côté hyper narratif, quoi. Quand on dit auteur-photographe, on se rapproche effectivement de la photographie d'art un peu à la française, Ouais. qui se veut être bourré de messages et que le message soit presque plus important que l'esthétique de la photo. Or, pour ma part, c'est l'esthétique qui est beaucoup plus importante. Et quand on connaît un petit peu mon protocole de réalisation de mes photos, en fait, tout est création. Donc en fait, je vais créer moi-même mes accessoires, je crée moi-même les maquillages et je crée en fait une œuvre sur chaque visage. Donc je ne peux pas me dire auteur, je n'écris pas, je crée.
Donc en fait, pour moi, le terme artiste est beaucoup plus adapté à ce que je fais. C'est marrant parce qu'en fait, moi, je trouve que tes photos, même si tu dis qu'il n'y a pas de message, je trouve qu'elles ont une histoire. Elles racontent toute une histoire. Oui, c'est des personnages. C'est des personnages, Il y a ouais. quand même quelque chose derrière. Vu le parti pris extrêmement fort que tu as, est-ce que tu as eu des difficultés à faire accepter ce travail ou justement, alors j'avais noté à faire passer ton message, mais du coup non, c'est pas passer ton message, mais est-ce que ton travail a mis du temps à s'imposer ou est-ce que finalement c'est parti assez rapidement? C'est plutôt parti assez rapidement. En fait, j'ai commencé vraiment ce travail personnel-là en janvier 2019 et j'ai été déjà repérée pour ma première grosse expo 4 mois après. Donc en fait, j'avais réalisé peut-être 10 photos et elles avaient déjà pris leur indépendance pour partir toutes seules en fait. Donc des fois ça part comme ça instantanément, tu réalises même pas finalement Exactement ça. que c'est parti. Du coup, finalement, tu n'en as presque pas fait la promotion de ce travail. Ça t'est pas tombé dessus, mais parce que tu les as créées, ces images, mais c'est pas forcément quelque chose auquel tu t'attendais ou que tu es allé chercher. Du tout. Et oui, comme tu dis, ça m'est pas tombé dessus, mais si, ça m'est tombé littéralement dessus, puisque, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire des photos personnelles, je n'avais jamais vraiment réalisé de photographie en noir et blanc. D'accord. Je suis une photographe qui adorait la couleur et tous mes portraits beaucoup plus classiques étaient basés sur la couleur. Et quand j'ai commencé à faire des photos perso, je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai souhaité m'exprimer en noir et blanc et je le sais toujours pas. D'accord. On me demande des fois pourquoi ce choix de noir et blanc. Eh bien, je ne sais toujours pas. C'est une question à laquelle j'ai toujours pas la réponse et c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais ouais, ça m'est plutôt tombé dessus quoi. C'est marrant. Ça a l'air tellement réfléchi et tellement décidé que finalement, ouais, Non, c'est hyper c'est ton cœur qui parle finalement. complètement. C'est peut-être la meilleure Hyper façon instinctif. c'est peut-être la meilleure façon de faire. Il y a un autre côté de toi qui m'a vachement surpris parce que moi, je t'ai découvert sur Instagram. C'est que tu es youtubeuse et formatrice, justement. Et ça, c'est assez surprenant, en fait, quand on voit. Alors, surprenant, oui et non, en fait, parce que finalement, il y a une vraie logique à montrer les dessous de ces photos-là, même si ça existait manifestement bien avant la chaîne YouTube, ces portraits. Mais voilà, on reviendra un petit peu là-dessus, mais j'ai noté ça. Et je mettrai les liens de ta chaîne YouTube d'ailleurs, parce que j'ai vu des choses assez sympathiques dessus. Si on parle de ta philosophie photo, c'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos qui t'inspirent particulièrement ou pas? En fait, moi, je suis inspirée par tout, même en dehors de la photo. En fait, je fais pas partie des photographes qui restent totalement photo. J'explique souvent que mon inspiration, je vais la trouver quand je me balade, quand je regarde la télé, quand je regarde une lumière de fin de journée, que je regarde un paysage, que je vais ressentir une émotion. Quand je discute avec quelqu'un et qu'en fait j'ai pas il y a des photographes que j'aime bien évidemment qui sont plus contemporains mais mon inspiration est vraiment omniprésente. C'est quelque chose, je vais vraiment piocher des petits éléments à droite à gauche plutôt dans la vie quotidienne. Alors, je rebondis, puisqu'on parle d'inspiration. J'ai vu quand même une chose qui m'a fait sourire, que Nikos Aliagas t'a suivi sur Instagram et que tu étais très contente, que tu as l'air de bien aimer son travail. Donc, ça m'a fait un petit peu sourire. C'est quoi cette passion pour Nikos? Oh, non, c'est pas du tout une passion pour Nikos. C'est juste que j'ai eu l'occasion de l'écouter en conférence pendant le Vincennes Image Photo, voilà, il y a 2 ans, et j'avais trouvé son discours sur la photographie et son approche de la photographie très intéressante. Et de ce fait, je le suis depuis un certain temps. Et personnellement, à chaque fois qu'il y a un photographe que j'admire qui va suivre mon travail, je suis comme une gamine. Voilà, je suis contente, tout simplement. C'est normal. Je pense qu'il faudrait peut-être réhabiliter un petit peu Nikos Aliagas qui se fait un peu taper dessus très souvent. Récemment, il a fait la photo des vœux de Paris qui a été placardée partout sur tous les panneaux publicitaires et ça a fait grincer pas mal de dents en disant ça aurait été bien de prendre un vrai photographe. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire, Nikos Aliagas n'est pas un mauvais photographe, en tout cas est un photographe. On ne peut pas lui enlever ça, même si effectivement on le connaît certainement pour beaucoup d'autres choses à côté de la photographie, mais ça n'enlève pas son mérite. Et puis je pense que j'aimerais bien discuter avec lui un jour. Ça serait peut-être une invitation à lancer.
Si je te demande ce qui te fait... Pensez juste. Voilà, c'est toi, c'est ça, c'est ta recommandation. On en reparlera en fin C'est ça. d'épisode. Qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi qui fait que tu appuies sur le bouton? C'est quoi qui fait que tu décides de faire une photo? Quand elle est prête, parce qu'en fait, pour moi, préparer une photo, ça prend en général pas mal d'heures. Donc, le temps de bien définir ce qu'on va faire, le temps de trouver ou de confectionner les accessoires, et puis le temps de faire le maquillage. Ensuite, je teste si le résultat fonctionne en photo. Des fois, c'est le cas, des fois, c'est pas le cas. Et quand tout est prêt, je déclenche et en général, je vais déclencher peut-être 15 à 20 fois. Ça va prendre peut-être 3-4 minutes et c'est tout. La photo sera finie. D'accord, donc c'est beaucoup, beaucoup de préparation pour très peu de temps de photo finalement. Tout à fait. En fait, la prise de la photo est quasiment insignifiante dans mon protocole. Alors c'est marrant parce que justement la question suivante, c'est que tes photos reprennent un maximum de codes de la presse magazine, surtout la presse fashion. En les détournant sur le terrain de l'humour, finalement, ça se retrouve aussi où c'est beaucoup de préparation, cette presse, où on choisit un thème, on définit, on passe des réunions, on trouve les maquillages, les costumes, tout est en place. Donc toi, tu as énormément de maquillage, tu as énormément de retouches. La première question, c'est est-ce que tu fais ça toute seule ou en équipe? Parce que c'est un travail titanesque. Alors moi, je suis une photographe dont le studio est basé à Doudeville, 2500 habitants, en plein cœur du Pays de Caux, territoire totalement rural. Je travaille 100% toute seule. Voilà. Même des fois, c'est toi le modèle. Donc finalement, il n'y a Des fois, personne d'autre dans le studio, moi le quoi. modèle. C'est ça. Je suis toute seule dans mon local et je crée. Dans tes photos, il y a plein d'accessoires dingues. Tu les recherches, ces accessoires, ou tu les as sous la main? Comment ça se passe? Alors, je suis une fanat des boutiques de costumes, de farces et attrapes en tout genre. Dès que je vais me balader et que je vois une de ces boutiques, encore une fois, je suis folle, je vais faire le tour, je ressors toujours avec tout un tas de trucs. Mais ensuite, je dérive beaucoup. J'adapte, je customise. Et puis, il y a beaucoup de choses que je crée par moi-même ou des objets que je vais changer de destination. Par exemple, j'ai fait des yeux avec des balles de ping-pong. J'ai fait une couronne avec des boules de Noël. Enfin, voilà. En fait, je suis la reine du système D un peu. D'accord, mais une vraie artiste, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Sculpteuse, dessinatrice, C'est ça. écrivaine. Comme on dit, mais multi discipline en fait. Alors sur la photo plus particulièrement, parce que justement sur ce thème-là, il y a aussi un aspect photo. Est-ce que tu fais des recherches de techniques photo particulières ou est-ce que ça dépend un peu de ce que tu as sous la main? Par exemple, j'ai en exemple une photo avec une loupe. Dont j'avais déjà vu le concept dans des photos très différentes. Est-ce que tu vas aller chercher des techniques photo particulières et te dire tiens, ça je vais le mettre dans une image, ou est-ce que dans ton image tu vas te rendre compte que ça peut fonctionner et tu sais que ça existait, ou comment ça arrive en fait cet aspect de ton travail? Bonne question. Pour le cas de la loupe, ça a été une photo non préparée, puisqu'à la base, le modèle venait pour faire une photo type beauty. Et en fait, elle avait vu que je commençais à faire des portraits un petit peu rigolos. Elle m'avait dit j'aimerais bien en faire partie. Et on avait regardé ce qu'on pouvait faire avec ce que j'avais sous la main. On lui a mis un chapeau, j'avais la loupe. Je lui ai dit tiens, on peut essayer ça. Et puis en fait, ça a tout de suite fonctionné. En fait, c'est très très simple. C'est Très étonnamment. En fait, moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris en regardant l'envers du décor. C'est que des photos ultra élaborées, finalement, c'est étonnamment simple la façon dont tu peux les construire, même si c'est beaucoup de travail. Faut pas simplifier à l'extrême en pensant que c'est facile. Simple ne veut pas dire facile, mais l'envers du décor est très surprenant en fait quand on a vu juste l'image et qu'on voit comment elle est construite derrière. Justement, puisqu'on parle de l'envers du décor encore, en presse magazine, en tout cas, il y a énormément de retouches. Et toi, tu as l'air de retoucher beaucoup. J'ai vu que tu as carrément des time-lapse de la retouche sur les photos. C'est pointu, c'est élaboré. Tu dis même, je crois que tu appliques aux hommes, dans ta dernière série, les codes de retouche des femmes. C'est quoi le poids de la retouche dans ton image, justement? C'est très très lourd. Ouais. Si on parle de poids, c'est très très lourd et en plus, au fil du temps, j'y passe de plus en plus de temps puisque je perfectionne sans cesse, que je suis de plus en plus perfectionniste. Et en gros, sur mes dernières images, j'ai déjà comptabilisé jusqu'à une dizaine d'heures de travail sur une photo.
Voilà. Sachant qu'en fait, c'est pas, je ne fais pas de montage, tout est fait à la prise de vue. Donc en fait, c'est vraiment sublimer. Voilà, sublimer le maquillage, sublimer les accessoires, sublimer tout, prendre chaque petit pixel et le sublimer pour avoir ce résultat hyper précis. D'accord, mais ça veut dire que sur un portrait classique, tu vas passer aussi, enfin tout ce savoir-faire et transférer à un portrait plus simple en fait. Ça t'a fait progresser de ce point de vue-là ou pas? De travailler sur des portraits plus graphiques. Ouais. Ah ben je pense, oui, ma technique de post-traitement ne cesse de progresser en fait. Le fait de travailler sur ces projets-là très particuliers, de faire de la retouche particulière, évidemment, si je devais retranscrire sur du portrait beaucoup plus classique, mon post-traitement s'en trouverait amélioré aussi, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans une petite ville de 2500 habitants et tu as des projets au long cours qui ont l'air de nécessiter quand même beaucoup de modèles. Comment est-ce que tu gères justement ces projets-là et comment tu gères ces contraintes-là? Comment tu mets en place tes projets justement pour qu'ils avancent en fait? Par rapport à la recherche de modèles? Par rapport à tout en fait, d'une manière générale, mais c'est vrai que dans ton cas, j'imagine que c'est un obstacle supplémentaire, c'est de dire ben, j'ai besoin, je crois que tu veux photographier 100 hommes dans la dernière série. T'en es à moins d'une dizaine au moment où on parle. J'en suis à 25. T'en es quand même à 25, d'accord. Donc t'en es à Oui, 25 au moment où on en la parle. retouche prend du temps, donc en fait j'en ai publié très peu, mais il y en a 25 dans l'ordinateur. Donc je crois que j'en ai vu moins d'une dizaine, c'est pour ça je m'étais dit, oula, il y a encore. Ok, donc on a quand même shooté 25. Comment on gère justement le fait d'être dans une petite ville, d'avoir un projet qui est quand même d'une certaine ampleur, parce que c'est pas un petit projet, trouver 100 personnes pour les photographier. Comment est-ce que tu gères un projet sur la durée comme ça? Pour l'instant, je dirais c'est étrangement facile. J'ai une communauté et en fait, dès que je poste une annonce en disant j'ai besoin de modèles, je vais recevoir des fois jusqu'à 100 propositions. Donc, assez simple de piocher ensuite dedans et les gens acceptent volontiers de faire 1 heure, des fois 1 heure et demie de route pour venir en pleine campagne. D'accord. Donc J'ai de la chance. t'as bien travaillé en fait. C'est amusant en fait parce que finalement, j'ai l'impression que ça s'est débloqué très vite pour toi et limite que tu le cherchais pas Totalement. forcément et que Non. tu dois le savourer, mais enfin, nous on se voit au moment où on enregistre, tu as l'air presque surprise en fait du fait que ça fonctionne comme ça. Totalement, mais ça n'a que 2 ans. Ça n'a que 2 ans. Dans ma tête, je me suis toujours dit, ben voilà, je vais faire des photos pour moi. Déjà d'une, je pensais pas du tout en vendre, je pensais même pas être exposée. Je voulais juste m'exprimer et voir ce que je pouvais faire sans devoir répondre à une demande de client. Voilà, vraiment travailler pour moi. Et tout m'a échappé. Mais est-ce que finalement c'est pas comme ça qu'on devient unique, c'est en faisant uniquement ce qu'on a envie de faire finalement, enfin en se laissant aller, en répondant pas à une demande, en répondant pas à des attentes et en se disant juste je vais m'amuser. Ça doit être ça, parce que et puis même maintenant que ça a quand même pas mal décollé, je suis toujours hyper bien à m'amuser toute seule dans mon studio, à me balader avec mes tronches pas possibles, à mettre du noir partout dans la maison, sur les interrupteurs, sur les pavés, parce que je suis quand même assez chabraque quand je fais tous mes maquillages. Et en fait, je suis encore une fois, je suis une femme enfant qui s'amuse, tout simplement. Non, mais c'est amusant. C'est un des constats que j'ai fait assez fréquemment pendant le confinement en discutant avec des photographes. C'est qu'on s'est tous retrouvés dans cette période où on n'avait pas de boulot et finalement, si on voulait faire des photos, il fallait qu'on trouve un truc perso. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien. Et finalement, alors tu vois, le confinement, ça a été plein de choses, mais il y a des gens que ça a libéré en fait. Mm. Je ne sais pas si ça t'a donné cette impression-là, mais en tout cas, tes photos, clairement, elles ont été faites pour toi au départ. Après, peut-être que ça devient quelque chose auquel les gens vont t'attendre finalement, dans lequel les gens vont t'attendre. Mais au départ, c'est 100% toi en fait. C'est ça qui est beau dans le projet. C'est ça que je voudrais mettre en valeur. C'est que c'est quelque chose que tu as fait pour toi. Et je trouve ça beau et je trouve que c'est ce qui fait toute l'originalité du projet. C'est que tu as rendu de compte à personne. Si on continue dans cette direction, en fait, alors, normalement, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier, mais on va parler d'une série aujourd'hui parce que pour l'instant, ce que tu as publié au moment où on parle, c'est 6 photos. J'ai été jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. C'est Collectionneuse d'hommes. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur cette collection, comment elle est née,
Pourquoi tu es parti dans cette voie-là? Quel est le but de cette série-là? Alors celle-ci, elle est un petit peu plus complexe, on va dire, que la première. Le portrait graphique, c'est juste m'amuser, voilà, faire des portraits rigolos et m'amuser. La série Collectionneuse d'hommes, elle est née plutôt d'un sentiment de ras-le-bol que j'ai rencontré dans le monde de la photographie, celui d'être tout simplement une femme dans le monde de la photographie, parce que peu importe ce qu'on dit, c'est pas simple, voilà. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un commentaire sur Instagram qui me dit « Ton travail est vraiment très original pour une femme. Bravo !» Et voilà. Quel compliment, merci. Pour une femme. Ouais. Et le problème, c'est que c'est constant. Je suis une jeune femme rigolote, très accessible, qui communique facilement. J'ai 35 ans, mais j'en fais plutôt 27-28 et on me prend jamais au sérieux. Des fois, je suis jury de concours, on ne me prend pas au sérieux. Et des fois, les gens m'appellent Popo, Paulinette, comme si j'étais leur pote de toujours. Et j'en ai vraiment marre de manquer de respect en tant que jeune femme. Et donc, cette série Collectionneuse d'hommes, elle est venue de ce ras-le-bol-là en disant que dans la photo, il y avait toujours un peu le stéréotype du photographe homme qui photographiait des femmes. Et je me suis dit, moi, je vais être une femme qui va photographier les hommes et qui va utiliser en fait les codes de la photographie féminine sur des visages masculins. Voilà un petit peu. T'as inversé les rôles finalement. T'as inversé les rôles finalement et t'essaies de te faire respecter d'une certaine manière en tant que personne finalement. Complètement. Envie, en fait, qu'on me respecte. Ouais. La série, par rapport au reste de ton travail, finalement, on est dans la même veine, hein, mais elle n'a pas du tout la même portée, en fait. C'est pour ça que je me suis arrêté là et c'est pour ça qu'on parle de la série en tant que telle et pas d'un portrait en particulier. Parce que, je trouve que c'est difficile de te résumer à un portrait. Je pense que tu es une photographe de série. Tu vois, même si tu dis qu'il n'y a pas de message, en fait, quand tu regardes tes images, dans la série d'images, il y a un message peut-être moins présent dans les premières photos parce que justement, tu n'avais peut-être pas cette idée-là d'exprimer quelque chose de fort ou même simplement de t'exprimer toi. Mais dans cette série-là, elle est à part dans tout ce que tu fais et on sent qu'il y a quelque chose derrière en fait. Ouais. Il y a un vrai. Alors c'est pas le ras-le-bol comme tu viens de l'exprimer, on le sent pas comme ça. On sent peut-être que oui, il y a une manière aussi de remettre un petit peu les pendules à l'heure malgré tout, mais elle a vraiment un sens en fait. Je trouve cette série, c'est pour ça que je la trouve magnifique. Après, je viens de te parler de la naissance de la série, mais après la série c'est pas que ça, c'est aussi une envie de travailler sur la notion de collection, puisque moi je photographie. Et comme je collectionne, à chaque fois que je réalise un nouveau portrait, c'est comme si j'ajoutais une pièce à ma collection. Et j'ai cette âme de collectionneuse-là. Et je me suis dit que je photographiais comme je collectionnais. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de faire une collection d'hommes et d'inventorier toutes les représentations possibles des hommes au fil du temps, que ce soit autant par les uniformes, par les morphologies, par les coiffures, etc. Donc en fait là effectivement il y a une naissance de la série qui est née d'un ras-le-bol, mais après il y a un beau message dans la série qui est d'immortaliser toutes les représentations des hommes possibles. La série n'est pas parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre que la série est une attaque alors qu'en réalité pas du tout, c'est juste les portraits sont magnifiques et c'est presque un message d'amour aussi aux hommes finalement. Oui, en fait, il y a ce ras-le-bol qui a donné naissance, mais la série est aussi passionnante et effectivement met en avant les hommes. C'était vraiment de dire voilà, je prends le contre-pied du monde de la photo où c'est les hommes qui photographient les femmes. Je suis une femme qui photographie les hommes et voilà quoi. C'était juste le fait de dire ça, puis de façon encore une fois humoristique. Voilà, collectionneuse d'hommes, c'est rigolo aussi quoi. Je suis toujours une personnalité rigolote. C'est mon caractère, ça fait partie de moi et bien évidemment la série elle est cool. Voilà. Ça confirme une de mes idées qui est que c'est toujours dans les coups un peu durs qu'on trouve les meilleures choses finalement. C'est tu vois, t'as pris quelque chose qui était pas cool et t'en as fait quelque chose de très positif en fait. Et ça, je trouve ça vraiment bien.
Et il faut garder toujours ça à l'esprit, que des fois, oui, des fois le monde est comme il est, mais que voilà, tu peux prendre ça et en faire quelque chose de super, et te l'approprier et le rendre beaucoup plus beau qu'il ne l'était au départ, en fait. Et ça, je suis très Oui, et admiratif je dirais, de ça. ouais, beaucoup plus subtil aussi parce que personnellement, je n'aime pas les photographes comment dire, qui font des photos pour dénoncer ou la photo dénonce pour dénoncer avec des choses très impactantes. Je trouve que finalement c'est facile et que finalement c'est beaucoup plus comment dire, je vais pas dire beaucoup plus intelligent, mais C'est subtil. je trouve ça mieux d'apporter un message d'une façon différente. Ouais, Voilà. c'est réfléchi. C'est très réfléchi Oui. finalement, mais c'est beaucoup plus subtil. Après, tu vois, tu dis les gens qui mettent un truc très fort, in your face, machin. Finalement, est-ce qu'il y a de la photo derrière? Enfin, où est la photo, où est le militantisme aussi, tu vois? Enfin, C'est ça, c'est tu ça. peux pas. Moi, je reste C'est ça. persuadé que tu peux pas convaincre les gens en leur criant dessus. C'est plus tu cries fort Non. sur les gens et plus tu vas les braquer dans le sens inverse de ce que là où tu veux aller. Alors que finalement, avoir un message doux et pas agressif, ton message, il passe 1000 fois mieux, quoi. Et je pense justement que cette série-là permet aussi d'avoir un autre regard sur la photographie. La photographie de mode peut se permettre de se poser aussi ce genre de questions, de découvrir ton travail, d'écouter ce que tu as à dire. Tu vois, là, c'est aussi quelqu'un qui a été intéressé par tes portraits, qui se dit, tiens, j'aimerais bien voir ce qu'elle a dans la tête, et qui écoute ce que tu viens de dire, va peut-être aussi prendre conscience du problème. Et finalement, tu auras peut-être fait beaucoup plus de bien avec une image douce et qui se veut amusante au départ, alors qu'en fait, le sujet derrière est hyper sérieux et on s'en rend compte en creusant un petit peu. Et c'est peut-être ça aussi la force d'une image. Totalement, totalement. Alors du coup, puisqu'on parle d'image marquante et qui va laisser une trace, qu'est-ce que tu voudrais qu'il reste de toi comme image quand tu seras beaucoup plus vieille et que peut-être tu passeras le flambeau, tu es déjà dans la formation, mais quand ce sera des petits jeunes et que toi tu auras 80 ans et que tu feras des conférences, s'il reste une image de toi, tu voudrais que ce soit quelle image? Alors, tu me demandes une photo particulière ou globalement ce que j'aimerais laisser comme ressenti? Si tu prends un Cartier-Bresson, ou si tu prends tous les grands photographes, Cartier-Bresson étant un cas à part parce qu'on connaît beaucoup de ces images, tu vois, tous les anciens photographes comme ça, la plupart d'entre nous, s'il reste une image de nous, on sera heureux, je pense. Pour toi, c'est quoi cette image-là? C'est quoi l'image que tu aimerais qu'il reste? Toi, c'est des séries. Toi, tu es une photographe de Non, séries, je pense. pas une image en particulier, mais que j'étais une photographe qui crée des photos bienveillantes. Qui pourrait amener des émotions positives auprès du spectateur parce qu'on voit trop d'images qui amènent de la peine, qui amènent des choses dures. On n'a qu'à regarder les actualités, c'est toujours un quotidien dur. Et moi, je suis une personne profondément optimiste et heureuse de vivre. Et j'ai tout simplement envie qu'on se souvienne de moi comme une photographe qui amenait la joie. Voilà. Enfin, en même temps, je te pose cette question et je réalise en même temps que c'est impossible de te résumer à une photo, en fait. C'est totalement impossible. Je ne peux pas en choisir une. C'est un travail. Non, mais c'est pas possible. Plus on discute et plus je me dis que tu es une photographe de série, finalement. Une serial photographeuse, peut-être. C'est peut-être le terme. Mais que c'est très difficile de dissocier, en fait, ton travail parce que c'est un tout. Un aspect de toi, en fait, qui m'a beaucoup plus surpris parce que je suis tombé dessus en creusant un petit peu. Donc, encore une fois, je t'ai découvert par tes images sur Instagram. C'est que tu tiens un blog et tu tiens des tutos sur YouTube et que tu as beaucoup d'abonnés, d'ailleurs, il me semble, sur cette chaîne-là. En même temps, c'est très logique et en même temps, c'est comme un grand écart. C'est-à-dire que la typologie de photos que tu fais fait que les gens vont se poser des questions sur ces images-là et vont se demander comment elles sont réalisées. Et en même temps, c'est surprenant de voir d'un côté artiste et de l'autre youtubeur, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire le YouTube, c'est très pratique en fait. Mais apprendre la photo de portrait, donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique, alors que on t'a découvert, moi je t'ai découvert sur quelque chose d'ultra artistique. Et c'est quoi le lien entre les deux finalement? La passion.
La passion de photographier, la passion de partager et d'aider les gens à se trouver aussi dans leur style photographique. Puisque moi, quand j'ai commencé, c'était en 2004. Il n'y avait pas vraiment j'avais pas de club photo, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et pour apprendre, j'ai très clairement galéré et mis très très longtemps avant ne serait-ce que de savoir utiliser mon appareil photo. Et quand j'ai commencé à découvrir les premiers youtubeurs, tout ça, je me suis dit mais c'est génial en fait, c'est génial. Et j'ai eu envie à mon tour de partager et de parler au plus grand nombre de cette magnifique passion de la photographie, tout simplement. En plus, tes vidéos sont bien parce que, encore une fois, alors c'est marrant, j'ai l'impression que c'est peut-être une marque involontaire, mais finalement, tu arrives avec peu de choses, avec des choses très simples, à faire des choses très belles. C'est C'est gentil. non mais j'ai souvenir, tu sors dans la rue avec une modèle et en gros tu as des arbres quoi ou des fleurs chez le fleuriste et avec ça tu arrives à faire des portraits très beaux alors que tu passes devant jamais une seconde quelqu'un qui n'est pas photographe va dire tiens si je faisais des photos avec ça avec des branches d'arbres qui tombent et une pince autour de mon modèle. C'est très surprenant en fait de voir à quel point tu arrives à faire des choses assez sophistiquées avec finalement peu de moyens. Je pense que c'est le terme en fait. Je vais arrêter de dire simple. Je vais dire que finalement il y a pas des moyens monstrueux. Il n'y a pas ce qu'on peut imaginer en tout cas de moyens quand on voit la photo finie. Non. C'est assez dingue. Il y a une vidéo qui m'a... Enfin, j'ai souri parce qu'on est début 2021 au moment où on enregistre. Tu as fait une vidéo bilan 2019, la plus belle année de ma vie. Ça va être un très bon passage vers le côté business de l'interview. Le titre de la vidéo bilan 2020, ce sera quoi ? Une année au ralenti, mais cool quand même. D'accord. Toi, tu t'en es bien sorti en 2020 ? Ouais, par rapport au photographe de mariage, moi qui suis dans la formation, j'ai quand même été peu impactée, je m'en sors quand même bien. Et d'un point de vue artistique, mon travail a continué à se développer, notamment avec des publications à l'international, en Amérique et en Chine. Donc, si je dois faire le bilan, c'est globalement positif également, quoi. J'ai de la chance. Tu as limité la casse et tu as même développé d'autres aspects de ton travail finalement. Tout à fait. Donc j'ai dit on va passer côté business. Aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? Parce que je rappelle que tu as donc la chaîne YouTube, la formation, les portraits. Tu as un studio qui fonctionne en tant que studio photo classique entre guillemets. Je sais pas comment dire parce que il ne te sert pas qu'à faire des portraits ces portraits incroyables. Il te sert qu'à ça ? Si. Oui, en fait, c'est pas une boutique, c'est mon atelier de travail. D'accord, c'est un atelier, c'est pas un studio. Donc, c'est un studio, c'est pas un studio ouvert aux clients ? Alors, c'est un studio dans lequel je vais accueillir mes élèves pour mes formations, mais je ne fais pas de photos de famille, photos d'identité, tout ça. D'accord, alors ça, je me posais la question justement, parce que justement, le fait d'avoir un studio, peut-être que ça ouvrait vers ça. Donc aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? Ce sont mes formations. Voilà, je forme. À l'heure actuelle, je suis à peu près une centaine de personnes pour les former à l'apprentissage de la photographie de portrait jusqu'à la professionnalisation. D'accord. Puisque avant d'être formatrice, j'ai été une petite dizaine d'années photographe sociale. J'ai réalisé 120 mariages, plus de 300 photos de famille. J'étais photographe de maternité, donc j'ai vraiment tout un passé de photographe social dans mon secteur. Donc, tu as toute l'expertise qui te permet justement d'apporter aux gens qui veulent se former. Aujourd'hui, ta communication personnelle, elle est basée uniquement sur cet univers totalement décalé, en fait, dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est un plus, c'est un moins, c'est quoi la réaction en fait, des gens qui viennent vers toi aujourd'hui ? Est-ce que ça a changé peut-être la typologie de gens qui viennent vers toi aussi ? Alors moi, je dis, j'ai pas une communication, j'en ai deux. Mon entreprise, elle se divise vraiment en deux parties. Il y a Pauline, la formatrice, et il y a Pauline, l'artiste photographe. Et je communique de deux façons différentes en fonction du public auquel je m'adresse, sachant bien évidemment que
les deux entreprises se mélangent quand même assez souvent. Après, je dirais que mes photos artistiques m'ont donné plus de poids et de reconnaissance en tant que formatrice, ne serait-ce que par la reconnaissance du monde de la photographie. La plupart de mes élèves sont aussi des fans de mon travail et veulent être formés par moi, par mon travail, mais aussi par mon côté pédagogique et bienveillante. Voilà. Choisir un formateur ou une formatrice, c'est surtout finalement une question de feeling. C'est clair. Il faut surtout choisir quelqu'un à qui on a envie de ressembler. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de trouver un formateur à qui tu voudrais surtout pas ressembler, mais en disant ah, mais le mec, il est connu, je vais y aller quand même. Je l'ai fait une fois, je l'ai regretté amèrement. Tu as séparé tes deux canaux de communication. C'est lequel qui fonctionne le mieux aujourd'hui ? Tout dépend de mon investissement personnel. En fait, il y a des périodes dans l'année où j'ai envie de me consacrer plus à l'un qu'à l'autre. Et en général, quand j'y passe du temps, il y a des résultats. Là, en ce moment, je suis sur mon compte Instagram. Donc, je passe beaucoup de temps à faire connaître mon compte Instagram, à le développer. Mais peut-être que le mois prochain, j'aurai envie de reprendre YouTube et je ferai plus de vidéos sur YouTube pour parler un petit peu plus de l'axe de la formation. En fait, je ne m'impose rien. Je suis encore une fois quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling, à l'instinct et très instinctive comme méthode, quoi. Toujours libre. Oui, toujours libre. Sur ton travail plutôt artistique, en ce moment, tu es très souvent publié. Tu l'as dit, et c'est presque surprenant en fait que ce soit aussi jeune ce travail, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été là, mais enfin, ça a l'air très abouti alors que ça a qu'1 an, quoi. Et c'est un côté très surprenant. Du coup, tu as été énormément publié cette année. Est-ce que c'est une démarche volontaire de ta part ? Est-ce que c'est des gens qui t'ont trouvé et qui sont venus vers toi ? Comment ça s'est passé ? Un peu des deux, mais pour, on va dire, la presse internationale, qui doit amener le plus de questions auprès peut-être des auditeurs. Là encore, j'ai été, encore une fois dépassée. Ça m'est encore une fois tombé dessus. J'ai reçu un jour un message provenant de Chine d'une personne qui me disait, en anglais, donc, j'adore vos photos. Je souhaite faire un dossier de 8 pages dans notre prochain magazine. On s'appelle Photomen, on est diffusé à 350 000 exemplaires, un des magazines photos les plus influents de Chine. Voilà. Et ma première réaction, ça a été de copier-coller le message sur mon Facebook et de demander aux gens s'ils connaissaient, parce que pour moi, c'était une arnaque. Ah oui, c'est la réaction logique. On en reçoit tellement en même temps, les photographes, des trucs, des récompenses. Et ce qui était très rigolo, c'est que tous les gens m'ont répondu que oui, c'était une arnaque. Voilà, jusqu'à ce qu'une personne me contacte en me disant que qu'il était ingénieur en Chine, qu'il avait fait des recherches sur les moteurs de recherche chinois et que le magazine existait bien et que je pouvais y aller. Donc j'ai répondu et ensuite on a construit l'article très sympathique au niveau relationnel, vraiment très très chouette. Et ensuite je leur ai demandé comment ils m'avaient connue, parce que je me dis Pauline Petit, Doudeville, Pays de Caux, Chine, il y a quand même un écart assez impressionnant. Et là ils m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé dans le magazine américain Photographize. Et là par contre Photographize, je n'ai jamais eu aucun contact avec eux. Donc, j'ai été publiée 6 mois avant sur une plateforme américaine suivie quand même par 2 millions de personnes sur Facebook, sans savoir, sans savoir. Donc, depuis, j'ai pris contact avec eux et puis on a multiplié les échanges et je fais partie de leurs photographes vedettes sur leur site et j'ai été, pareil, publiée dans 2 de leurs magazines. Donc, maintenant, nous avons de bons échanges. Mais à la base, mes photos avaient été récupérées sur Instagram et publiées sans que je sois prévenue. Voilà. C'est pour ça que je dis que mes photos font leur vie. Elles sont hyper indépendantes de moi, quoi. Mais c'est une bonne surprise dans ce... C'est plutôt étonnant parce qu'on se dit, c'est quand même, c'est pas cool de pas au moins m'avoir prévenu parce que j'aurais aimé le savoir. Et en même temps, on est fiers parce qu'on se dit, oh, Chine, Amérique, mon Dieu, c'est cool. Ouais. Non, mais c'est ma grande, je te pose la question parce que moi, c'est un des soucis que je me pose, entre guillemets. C'est sur le blog Dans l'œil du photographe, régulièrement on publie des séries et je mets un point d'honneur justement à contacter les photographes pour leur demander leur accord parce que je considère que c'est leur photo, que c'est à eux d'accepter d'être publiés parce que c'est leur travail à eux et c'est leur bébé à eux et c'est à eux de choisir aussi où c'est exposé. Et en même temps,
c'est une forme de publicité. Donc il y a toujours un équilibre délicat à trouver en fait, parce que dans ton cas, tu vois, ils t'ont pas contacté, mais c'est pas une mauvaise chose qu'ils aient fait ça, parce que ça t'a profité. Mais tout le monde peut ne pas le percevoir comme ça, et il y a des gens qui peuvent mal le vivre. C'est un bon exemple de la difficulté en fait de l'équilibre entre vouloir faire de la publicité, vouloir publier des photographes et respecter leur travail, ce qui n'est pas toujours évident au quotidien. Si tu devais donner un conseil aux photographes qui voudraient être publiés comme toi, finalement, tu n'as pas cherché à être publié. Non, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai contacté quasiment tous les magazines français. Et à part le magazine OpenEye qui m'ont publié, je n'ai jamais eu aucune réponse des magazines français. Donc, je pense aussi que ma photo n'est pas faite, enfin mon style de photo n'est pas faite pour être connu en France, mais que je vais avoir un public plus facile à l'étranger. Donc, si j'avais un conseil à donner, ben, j'en ai aucun vu que je n'ai rien. Enfin, les démarches que j'ai fait personnellement n'ont pas abouti. Et les démarches que je n'ai pas cherchées, voilà, mes photos ont été publiées sans que je demande quoi que ce soit ailleurs. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de leçon à en tirer finalement. Mais non, mais je pense que moi j'ai une idée dessus qui est que ton travail s'est suffi à lui-même en fait. Mon idée c'est celle-là, c'est que tu as un travail tellement fort et tellement original et tellement à toi que quand on tombe sur la bonne personne, et tu as eu la chance de tomber sur la bonne personne, bah, ça clique, t'es tombé, t'as un type qui a vu ça, qui l'a publié, qui a fait boule de neige, et c'est sûr que quand tu te retrouves face à 2 millions de personnes, bah, automatiquement on repère beaucoup plus facilement. T'as pas vu un pic de stats sur ton site internet à ce moment-là, si tu regardes en arrière? Non, pas forcément. D'accord. Non, je m'attendais à voir justement des visiteurs, peut-être de Chine, tout ça, mais non. En fait, non. Ils vont sur le site, ils lisent l'article et puis ils se rappellent, il va falloir demander de mettre un lien vers ta page d'achat pour qu'ils puissent commander un Après, il exemplaire faut pas se leurrer, on est quand même énormément de photographes à espérer se faire connaître, et il y a quand même aussi énormément de bons photographes avec des super styles, et même si on a un style, les places restent quand même assez chères, quoi. C'est un travail quotidien de tous les jours si on veut vraiment arriver à ce stade-là. Si je te demande, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Oui, je gagne bien ma vie dans la mesure où je suis une personne simple avec des besoins simples. Après, combien de temps ça a pris? Alors, mon entreprise date de 2007. Donc, mon entreprise a, si je ne me trompe pas, 14 ans cette année. Je dirais que globalement, ça m'a pris 5-6 ans avant de gagner un salaire qui me permettait de bien vivre. Voilà. Sachant que mon entreprise, bon, à part l'année dernière où il y a eu une petite perte avec la Covid, sinon mon entreprise est en constant développement. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Alors, le pire moment de ma carrière, c'était de devoir continuer à gérer mon entreprise tout en étant malade. Malade grave ou malade Alors, pas grave, mais handicapant. En fait, je suis une personne très, très sensible, et en 2013, j'ai fait un burn-out. Voilà, enfin, le fait de devoir gérer et mon entreprise et un emploi salarié que j'avais encore en parallèle a fait que j'ai été touchée par le burn-out, qui m'a déclenché en fait ce qu'on appelle des troubles paniques, donc une maladie psychologique basée sur énormément de stress au quotidien. Et à cette époque-là, ça a été très difficile pour moi de faire face à une saison mariage qui commençait, tout en étant à la fois claustrophobe, agoraphobe, paniquée pour un rien. Et j'avoue que là, ça a été énormément de soucis, de tracas, et que j'ai dû faire face alors que j'arrivais moi-même, que je n'arrivais plus à contrôler mon propre corps et mes propres émotions, quoi. Donc là, je me suis demandé même si j'allais pas tout arrêter, et ça a été vraiment très compliqué. Parce qu'on est seul, en fait. Quand on est photographe, on est seul. Et quand on doit faire un mariage, difficile de se dédoubler ou de faire appel à un collègue quand on est seul dans son entreprise. Donc là, ça, c'était vraiment compliqué. Oui, t'as aucun backup, quoi. Comment tu t'en es sorti?
Alors j'ai fait appel à un ami photographe en lui demandant de m'accompagner sur les premiers mariages, le temps que les traitements se mettent en place, que je retrouve un peu plus de sérénité et de confiance en moi. Et je le remercie encore maintenant parce que sans son aide, je pense que j'aurais dû sans doute arrêter mon entreprise. Totalement arrêter, ouais. Donc tu t'es créé un petit coussin de sécurité en fait qui t'a permis d'amortir un petit peu tout ça finalement. Exactement. D'accord. Exactement. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Je dirais c'est ces 2 dernières années, quoi. Tout ce qui s'est passé, les expos, les jugements, les concours, tous les projets, tous les gens qui m'envoient des messages au quotidien en me disant qu'ils adorent mes photos. Enfin, je vis sur un nuage, quoi. C'est tout ce que je rêvais depuis des années qui se passe concrètement. Donc, je vis depuis 2 ans ma meilleure vie, quoi. C'est ce que tu voulais en fait. Tu l'as presque fait involontairement en fait. Ouais. C'est fou. En fait, moi, je rêvais d'être artiste peintre et je ne peins pas assez bien sur tableau, mais apparemment, je peins mieux sur les visages. Bah écoute, ça fonctionne bien en tout cas. T'as prévu un livre de ces séries-là ou pas? Oh oui, au moins un par série. Mais bon, pour faire un livre, il faut au moins 40, 50 visuels. Donc là, je suis à peu près à mi-route sur les 2 séries. Donc encore un petit peu de boulot cette année, l'année prochaine. Voilà, peut-être d'ici 2 ans. D'accord, parce que je t'avoue qu'en tant que collectionneur, moi je regarde ça en me frottant les mains, parce que j'adore les livres photos, j'en ai des tonnes et des tonnes. Et j'ai un œil toujours, parce que ces livres-là, c'est souvent des petites séries ou la plupart des photographes que je connais d'un peu plus près, quand ils sortent un livre, c'est la plupart du temps auto-édité et souvent des petites séries. Donc si tu bouges pas vite, tu l'as pas. Et donc je suis en veille. Il y en a qui ont des instructions de m'envoyer un message le jour où ils sortent leur livre. Donc tu es sur cette liste-là, sache-le. Je l'attends avec impatience, ce livre, parce que c'est très beau. Tes photos sont très belles. C'est très beau sur Instagram. Ce sera beaucoup plus beau sur papier. Encore plus beau sur papier. Oui. Et voilà, je dis pas ça en tant que vil flatteur et pour une raison autre que je suis très admiratif de ce que tu fais. Et je trouve ça vraiment beau. Et je suis impatient de voir ce que ça va devenir après. Tu vois, tu m'as dit que tu avais 25 images en réalisées, et 6 seulement publiées sur la série Collectionneuse d'Hommes. Je suis très impatient de voir la suite de ça, parce qu'elles sont vraiment incroyables, ces images. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Bien écoute, on en a parlé au début. Moi, je te recommanderais d'aller interviewer Nikos Aliagas et d'aller découvrir le photographe et non l'animateur pour voir un petit peu son message, sa façon de concevoir ses photographies, la photographie en général, parce que il a plein de choses hyper intéressantes à partager. D'accord, je vais le noter. Ça me trottait un petit peu dans la tête sans être très clair jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ça fait du bien de le dire. Nikos Aliagas reste un photographe, un vrai photographe, et pourquoi pas lui demander ce qu'il a dans l'œil. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, si on part du côté artiste photographe, on peut me retrouver sur Instagram. Mon compte s'appelle Pauline Petit Photographie et j'ai un site internet dédié à ça qui s'appelle pauline-petit.fr. Au niveau de mon aspect de formation, vous avez donc mon blog et ma chaîne YouTube qui s'appellent tous les deux Apprendre la photo de portrait. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront cliquer et te retrouver facilement. Merci beaucoup, c'était très intéressant. C'était un plaisir de parler avec toi, parce que depuis le temps que je vois passer tes images et que je me dis mais c'est fou, mais c'est fou, mais c'est fou, mais c'est fou. C'est génial d'avoir pu te parler, et on a en plus été, pour la petite histoire, on a été très décalé par ma faute, parce qu'on a reporté 2 fois l'enregistrement. Une fois parce que je me suis trompé dans mon agenda, une deuxième fois parce que j'ai un boulot qui s'est présenté en toute dernière seconde. Et à un moment, j'ai été inquiet en me disant elle va en avoir marre, elle va me dire écoute, on laisse tomber. Mais je suis hyper content qu'on ait enregistré et d'avoir pu discuter avec toi. Et je vous encourage tous à aller voir ce travail absolument fou et très original de Pauline, parce que c'est vraiment dingue et très personnel et très particulier dans le bon sens du terme. Mais j'aimerais que tout le monde comprenne en fait que ce que tu as fait, c'est juste t'exprimer, et c'est ça qui fait que tu es différente en fait. Je pense que s'il y a un message à retenir de tout cet épisode, c'est ça, c'est que finalement tu t'es mis aucune contrainte, tu as dit ce que tu avais à dire, et il en est sorti quelque chose de magnifique, et maintenant il n'y a plus qu'à tous faire la même chose.
Fastoche. Ça, il y a beaucoup de personnes qui disent oh, comment je fais pour trouver mon style, qui se cherchent. Moi, en fait, j'ai juste fait des photos. Oui, mais il faut faire des photos. Et en C'est-à-dire fait, chercher son style voilà, sans faut faire de beaucoup photos, on ne aller trouvera jamais rien, quoi. C'est comme regarder les vidéos sur YouTube de street photographie en disant j'aimerais faire de la belle street photographie. Regarder des vidéos sur YouTube, ce n'est pas faire des photos. C'est totalement différent. Écouter des podcasts, ça n'est pas faire des photos. Encore que vous pouvez faire des photos en écoutant un podcast sur la photographie, ce qui est toujours pas mal. Mais voilà, sortez faire des photos, allez faire ce qui vous chante, et peut-être que vous aurez un aussi beau destin que Pauline, qu'on te souhaite encore meilleur, parce que c'est vraiment... tu j'espère le que c'est que le mérites. début. Tu le mérites. Ben, je pense que ce n'est que le début, et je suis impatient de voir la suite. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.